Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à Infotémis, tous les détails sur la prochaine édition du Relais pour la vie, lancement d'un site web et du passeport Tour du Lac, objectif dépassé pour la Semaine en jaune de Mission Tournesol et un fonds de soutien au développement économique du Témiscamingue. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Infotémis. L'équipe du journal Le Reflet annonçait en avril dernier qu'elle prenait en charge l'organisation du Relais pour la vie 2017. Cette année, un manque de relève au sein du conseil d'administration ainsi que des difficultés de recrutement mettaient en péril l'événement. Puisque l'initiative Le Reflet s'implique 2017 a choisi de supporter cette cause, il était important pour l'équipe du journal d'y contribuer encore davantage. La marche qui devait d'abord se tenir à l'école Saint-Gabriel en raison de rénovation dans la cour de l'aréna Frère Arthur Bergeron de Ville-Marie reviendra finalement à son lieu de départ, soit dans la cour de l'aréna. De plus, une nouvelle formule sera expérimentée. La marche aura lieu le 2 juin prochain de 18h à minuit plutôt que de s'étendre sur toute la journée. Il s'agit d'un projet pilote. Pour vous impliquer dans le Relais pour la vie, vous êtes invité à communiquer avec le représentant régional du Relais pour la vie, M. Olivier Gauthier. Nous l'avons d'ailleurs rencontré, ainsi que Valérie Lalonde du journal Le Reflet, afin d'avoir tous les détails sur cet événement à venir. Donc, le Relais pour la vie, en fait, au Québec, existe depuis 2001. Premier Relais pour la vie s'est déroulé en Outaouais. Mais avant ça, en fait, c'est l'American Cancer Society qui a développé le concept. Puis c'est maintenant présent partout, pas partout, mais dans vraiment beaucoup de pays à travers le monde, ce qui en fait l'événement de collecte de fonds le plus gros au monde, en fait. Et à quoi servent les fonds? Donc, à la Société canadienne du cancer, on a, dans le fond, 3 axes principaux sur lesquels on travaille. C'est la prévention, la recherche et le soutien. Donc, la prévention, c'est d'essayer, dans le fond, d'adopter des saines habitudes de vie, dans le fond, pour éviter le cancer, parce qu'il y a quand même 50 des cancers qui sont évitables. Puis en adoptant des saines habitudes de vie. La recherche, parce qu'on sait que, évidemment, c'est en connaissant mieux la maladie, les différents types de cancers qu'on peut arriver à trouver des traitements. Puis ensuite, le soutien, bon, évidemment, une fois qu'on est atteint, que ce soit nous ou la famille, ça affecte beaucoup les gens. Donc, évidemment, c'est d'être là pour les supporter dans cette épreuve-là. Alors, en quoi ça consiste l'événement? De quelle façon les gens sont invités à participer? Bien, en fait, c'est en s'inscrivant comme équipe. Ça, c'est la façon principale, évidemment, là, en venant marcher avec nous le soir du relais. Il y a évidemment également possibilité d'acheter un luminaire ou plusieurs luminaires, en fait, en l'honneur ou en l'hommage de gens atteints de cancer ou des gens qu'on a perdus pour le cancer. Mais justement, si on en venait à l'édition au Témiscamingue cette année, il y a un changement de comité. Bien oui, c'est sûr. On est un tout nouveau comité. On a repris, nous, le relais cette année parce qu'Olivier était venu m'annoncer, il y a un mois et demi, que le relais, il n'y en aurait pas parce qu'il n'y avait plus de comité. Fait que la gang du Reflet, on s'est dit que pour cette année, pas pour toujours, mais cette année, on voulait qu'il y ait une continuité. Fait qu'on l'a repris. Fait qu'il y a une édition 2017. Le gros changement, c'est de 6 h à minuit. Au lieu d'être 12 h, c'est juste un 6 h de marche cette année. Fait que je pense que ça allait aider parce que les inscriptions vont bon train, franchement, là. Oui, il faut noter, en fait, que le concept là, de cette année, qui est en plus pour la 10e édition à Ville-Marie, c'est un projet pilote qu'on fait à la Société canadienne du cancer à différents endroits au Québec. Donc, sur une période de 2 ans, de faire le relais pour la vie de 6 h à minuit
Donc, pour voir, en fait, un peu s'adapter aux commentaires qu'on a reçus aussi de la population des participants, de voir si, en fait, c'est bénéfique pour l'événement. Donc, on est très ouvert à ça. On écoute la population, donc c'est ça qui fait que le changement est là. Puis, on est très chanceux d'avoir le reflet cette année aussi dans l'organisation qui viennent nous... pas nous sauver, mais, en fait, nous vraiment relever, en fait... nous relever, en fait, d'une épreuve, là, d'un manque de bénévoles qu'on a vécu, là. Et j'imagine que vous avez toujours besoin quand même de bénévoles, mais aussi de participants. Donc, de quelle façon les gens peuvent s'inscrire? Bien, les gens peuvent s'inscrire s'ils veulent créer une équipe. C'est avec José Morin ou Florent Vézo. C'est les deux qui s'occupent des équipes. Ils peuvent les contacter sur Facebook ou communiquer avec moi au reflet, puis je vais donner les coordonnées. Sinon, oui, donnez vos noms pour la journée même du 2 juin. Ça va être à l'Aréna, puis on a besoin de bénévoles sur place pour nous aider. Ça, il faut le préciser, c'est revenu à l'Aréna parce que c'était supposé être ailleurs. Et là, finalement, changement de plan, on retourne à l'Aréna. Oui, c'est ça. On avait parlé qu'on s'en allait à l'école Saint-Gabriel, mais finalement, non. On revient à l'Aréna, fait que ça a lieu à l'Aréna le 2 juin. Et de quelle façon sont répartis les fonds? Est-ce que les fonds amassés par secteur restent dans le secteur à certains niveaux? Oui, en fait, officiellement, sur les collectes de fonds sur tout le territoire là, de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est l'équivalent d'un 70 % qui revient directement en service, donc soit par les programmes de prévention ou de soutien. Puis, en fait, la balance, évidemment, qui ne revient pas en région, c'est pour la recherche, parce qu'évidemment, là, on a l'Institut de recherche sur le cancer, nous, qu'on a un regroupement de chercheurs, dans le fond, qu'on finance. Puis, dans le fond, puisque c'est un de nos axes, il faut la financer, la recherche. Puis, on est l'organisme qui finance le plus la recherche au Canada, l'organisme non gouvernemental là, qui finance le plus la recherche au Canada. Donc, c'est quand même une partie importante. Mais l'argent revient ici. Puis, on le voit aussi, on a des centres de services partout en région, ici. Donc, on est très chanceux. Là. On n'a pas besoin de se déplacer pour obtenir les services. Et on parle d'un objectif de combien pour le Témiscamingue? L'objectif n'a pas été fixé, en fait, parce que comme on était dans une période un peu incertaine avec le manque de bénévoles, puis avec le changement de formule, comme c'est vraiment un projet pilote, c'est difficile d'évaluer un petit peu l'objectif concret, mais on est confiant quand même d'aller chercher des très bons résultats. On pourra vérifier peut-être l'année prochaine pour voir si le concept est vraiment bénéfique, mais on est confiant quand même cette année d'avoir des bons résultats puisque les équipes s'inscrivent déjà en grand nombre. Et j'imagine qu'il y en a aussi partout ailleurs sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, en fait, en région, on a 5 relais pour la vie. Donc, le bureau régional, on chapeaute le relais pour la vie. Donc, ici au Témiscamingue, celui de La Sarre, à Amos, à Val-d'Or et à Rouyn-Noranda. Alors, est-ce qu'il y a un site web où on peut s'informer davantage? Oui, en fait, on vous invite à visiter, soit pour s'inscrire ou pour même faire un don ou acheter un luminaire en visitant le relaispourlavie.ca. On peut aussi visiter la page Facebook du Relais pour la vie du Témiscamingue ou la page Facebook du bureau régional, donc facebook.com/SCC Abitibi. Le Québec, l'Ontario et les Premières Nations ont uni leurs forces pour faire la promotion des attraits autour du lac Témiscamingue. Un site web visant à promouvoir les attraits et activités autour du lac Témiscamingue a été lancé le 5 mai dernier à New Liskeard. Il est très important de noter que les entreprises doivent s'inscrire elles-mêmes sur le site web si elles veulent se promouvoir. En même temps que ce nouveau site, le comité lançait le passeport Tour du lac qui invite les touristes à faire estampiller un passeport qui se retrouve dans 18 attractions touristiques autour du lac Témiscamingue. À chaque visite d'un nouvel attrait, ils augmentent leurs chances de remporter des prix de participation. D'un côté, le passeport permettra de mieux faire connaître les attractions tout autour du lac, tout en servant d'outil de mesure pour savoir la provenance des visiteurs. Le site web et le passeport sont issus de la collaboration de plusieurs organisations du Québec et de l'Ontario. Et afin d'avoir le point de vue d'un attrait touristique participant à la campagne, nous avons rencontré Dominique Bérubé de la Maison du Frère Moffett. Et pour en savoir plus sur le projet Tour du lac et le passeport, nous avons jasé avec Anne-Marie Loranger, coordonnatrice. Alors, c'est un projet que ça fait au-delà d'un an que les recherches ont fait, puis essayer d'avoir une banque de personnes de commerce et d'attractions pour rentrer et avoir du contenu dans le site web. Alors, c'est de l'argent de Fête Nord et de Village Noël avait été aussi un des premiers à aider pour ça.
On a aussi lancé le passeport du Tour du lac. Moi, je veux savoir à quoi ça va servir le passeport essentiellement. C'est quoi le but du passeport? Bon, je sais comment ça fonctionne, mais le but vraiment? Bien, c'est ça. C'est la première fois qu'il y a un produit touristique qui va être capable de nous donner de l'information sur les données. Les visiteurs, est-ce qu'ils viennent de l'Europe? Est-ce qu'ils viennent des États-Unis? Est-ce que c'est des gens locaux? Alors, lorsque le passeport va être rempli et retourné, on va être capable d'avoir ces données-là. Ça va nous dire aussi, j'ai tant de personnes qui ont fait le tour du lac cet été, qui ont vraiment pris le temps. Si les gens ont fait les 18 arrêts, je suis vraiment garantie qu'ils ont fait tout le tour du lac. S'il y en a qui en ont fait 13, bien, ils ont été capables de peut-être en faire un peu du Québec, un peu de l'Ontario. Et fait que c'est ça, ça va nous donner des bonnes données des gens, d'où viennent les gens autour du lac. Et de quelle façon les gens doivent s'inscrire pour participer? Alors, à chaque arrêt, il y a une boîte. Tu dois trouver la boîte, prendre ton passeport. Tu peux commencer le jeu n'importe où et commencer le jeu tout de suite, le poinçonner, puis te rendre d'un endroit à l'autre. Bien là, le projet inclut les 3 cultures. Pourquoi c'est important, justement, de travailler avec vraiment tous les acteurs qui gravitent autour du lac Témiscamingue? Alors, depuis le début, on a eu ces 3 cultures-là. C'est un des buts du lac. Et puis, c'est important que tout le monde travaille ensemble. Puis, je trouve que c'est ça, le lac Témiscamingue nous rapproche et nous ramène ensemble. Quand on parle du tour du lac Témiscamingue, on pense aux villes qui sont vraiment collées sur le lac, mais c'est beaucoup plus grand que ça, le tour. Bien, c'est ça. Si je prends juste l'arrêt, comme disons, à Bonfield, tu es sur la route 11, tu dois vraiment tourner et te rendre à peu près 4 minutes je pense que c'est une municipalité. Alors, tu dois vraiment sortir de la route que des fois, tu n'aurais pas eu la chance. Mais ça a été un de mes coups de cœur, Bonfield. J'ai aimé le parc, la patinoire extérieure, que tu peux faire du patin à roues alignées. Il y avait de l'eau aussi, c'était fort, c'était une belle place. J'ai aimé Bonfield. Quelqu'un qui voudrait s'aventurer à faire le tour au complet là, pour le passeport, combien de temps ça prend à faire? Moi, je dirais que ça pourrait peut-être te prendre une bonne grosse journée d'à peu près 6-7 heures, si tu y vas, puis c'est ça que tu fais. Mais ça peut être le fun, ça peut être quelque chose à faire, mais aussi on veut offrir la chance aux gens de s'arrêter et d'explorer la ville ou d'aller chercher de la richesse de l'endroit aussi. Alors, en tant que site touristique qui fait partie du circuit du Tour du lac Témiscamingue, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau projet de passeport? Bien, je trouve que l'ensemble du projet, y compris le site web, les brochures qu'il y a eu dans les dernières années et cette année, le passeport, bien, je trouve que c'est une initiative assez extraordinaire pour, en partie, bien, faire un lien entre le Québec et l'Ontario. Tu sais, on sait qu'on a une frontière entre les deux, mais ça reste un lac où il y a beaucoup d'histoires qui relient les deux provinces. Donc, je trouve que c'est une belle initiative. Et moi, ce que j'espère le plus, c'est que les commerçants, les pourvoyeurs, les restaurateurs, l'hébergement, tout ça, au Témiscamingue québécois vont embarquer dans le projet et aller sur le site web, s'inscrire et tout ça. Puis, pour les touristes aussi, bien, ça permet d'avoir une vision d'ensemble de toute l'offre touristique qu'il y a autour du lac Témiscamingue. Et avec les prix qu'il a gagnés, bien, ça peut stimuler les gens à participer, à aller voir les sites qu'on retrouve sur la carte et sur le site et dans le passeport aussi là, à ce moment-là. Fait on invite les gens à aller dans les sites touristiques où on retrouve la petite boîte à mal bleue, prendre le passeport, poinçonner et faire le tour de tous les sites de la région. Ça serait très apprécié de tout le monde. Par expérience, pour vous, ça représente quoi la portion de tourisme du côté de l'Ontario? Bien, on en a chaque année, c'est sûr, surtout dans le temps de la foire gourmande. Toutefois, j'ai eu plus, je dirais l'année dernière, plus de gens, autant de l'Abitibi que de l'extérieur du Témiscamingue. Souvent, les gens, ce qu'ils me disaient, c'est que c'était la dernière région au Québec qu'ils avaient visité. Donc, ça a été une des raisons que j'ai entendues le plus souvent pour la raison pourquoi être venu au Témiscamingue. Mais avec une initiative du genre, l'idée, c'est d'aller chercher, bien sûr, des gens, autant en Ontario et de notre côté, bien, d'envoyer des gens du Québec visiter ce qu'il y a à voir du côté ontarien. Donc, pour vous, ça risque c'est clairement le public qui vous restait à aller chercher. Oui, bien, comme je disais, on en a quand même beaucoup, mais il y a moyen encore de développer, bien entendu, là, du côté de l'Ontario.
La semaine en jaune visant à amasser des fonds pour Mission Tournesol s'est conclue sous le signe de l'enthousiasme dimanche dernier lors du brunch de la Fête des mères au bistrot chez Pascal. Jacques Lavigne, président de la collecte, a dévoilé qu'un montant total de 67 475 $ a été généreusement donné par la population. La semaine en jaune a bien débuté avec l'équipe d'Hockey Pneus Ecotone qui était très fière de remettre la somme de 10 287 $ amassée grâce à leur traditionnel tirage ainsi que la vente de hot dog maison. La journée en jaune à CKVM le 8 mai dernier a permis de récolter 3 305 $, alors que les employés, syndicats et direction de Témisco à Notre-Dame-du-Nord ont remis eux un montant de 1 800 $. D'autres activités ont été organisées, notamment l'équipe de BMR Yvon Champoux à Notre-Dame-du-Nord qui organisait une vente de hot dog. La gaufrière proposait des pots de caramel et la pharmacie Proxime, de son côté, a vendu des centaines de cupcakes. Pour sa part, Marie-Josée Drouin et son équipe ont tenu une vente de produits Tupperware permettant d'amasser une somme de 1 228 $. La semaine en jaune s'est déroulée sous la présidence d'honneur de M. Éric Lepage, propriétaire du Barbe Brou Pub de Ville-Marie, qui a d'ailleurs lui-même pris part au défi Tête rasée de Leucan qui se tenait le samedi 13 mai. Le défi Tête rasée de Leucan au Barbe Brou aura permis de récolter 5 440 $. Je suis Paul-Émile Barbeau. Je suis le coprésident du comité de levée de fonds de Mission Tournesol. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Mission Tournesol est un organisme témiscamien pour les Témiscamiens. Les Témiscamiens qui donnent, quand c'est à leur tour de recevoir, il devrait y avoir de l'argent pour eux. De là, l'origine de Mission Tournesol. C'est de l'argent qui va pour aider les gens qui sont actuellement en traitement de cancer. Madame Neveu, tout d'abord, bienvenue et merci de participer aujourd'hui. Et aussi, pouvez-vous nous expliquer vraiment toute la démarche qui a mené au fait que vous sacrifiez vos cheveux aujourd'hui? Ah, la première fois que j'ai su que Méliane était pris du cancer, je pas décidé. Donc, vraiment, sensibilité d'une arrière-grand-mère. Je vous invite, s'il vous plaît, à applaudir Mme Neveu de Leveur-Lachère, qui a amassé un total de 727 $ et 5 sous pour sa petite Mélia, son arrière-petite-fille. L'activité d'aujourd'hui, c'est en association avec Leucan. On fait le défi Tête rasée, avec Mission Tournesol, le défi Barbe rasée, parce qu'il y a des gens qui vont se faire couper la barbe, et les profits vont être partagés avec Leucan. 1 195 $. Bien, mon nom est Éric Lepage, copropriétaire du Barbe Brou Pub et je participe aujourd'hui au défi Tête rasée. J'ai eu de la mortalité, mon père est décédé là, très récemment du cancer, puis j'ai beaucoup de membres de ma famille qui ont été atteints, qui sont décédés, d'autres qui ont survécu. Donc, puis en jasant avec les gens, on s'est rendu compte que tout le monde est touché par le cancer, donc j'ai décidé d'embarquer dans l'aventure cette année avec eux autres. Je suis président cette année, je suis président de la campagne, dans le fond, c'est président d'honneur de la campagne de financement pour Mission Tournesol, donc de la semaine en jaune qui se termine demain. La semaine en jaune se fait tout le temps au mois de mai. On compte beaucoup sur l'initiative des gens. Toutes les initiatives sont bonnes pour ramasser quelques sous pour donner. On pense par exemple à une initiative qu'il y a eu cette semaine où on a fait un souper spaghetti à Rimini. On a ramassé 750 $. Une autre personne a pensé à faire des bijoux et à les vendre et à ramasser 200 $. Le centre de toilettage, un des centres de toilettage pour chiens, a dit, bon, ben OK, une marge de mon profit va aller pour Mission Tournesol. Et il y a toujours aussi le fond de votre poche que vous pouvez vider dans certains centres, dans les pharmacies où il y a des boîtes, ou tout simplement en passant devant les comptables, Champagne, Guimont et Associés. Donc, on participe tous en grand nombre à la Semaine en jaune. Si vous n'avez pas eu une initiative cette année, commencez déjà à penser celle que vous aurez l'an prochain. Par contre, je vous dirais que les besoins étant entre le 1er janvier et le 31 décembre, on accepte les dons n'importe quand. Bien, ça pourrait être 5 $ la couette. Si vous voulez me couper une couette, vous payez 5 $. Continuez à donner généreusement et c'est peut-être pour un ami, pour un membre de famille, tôt ou tard, que vous allez donner.
On espère que ce soit le plus loin de vous et faites comme moi. Quand je donne, je ne veux pas recevoir. La MRC de Témiscamingue lançait le 11 mai dernier le tout nouveau Fonds de soutien au développement économique du Témiscamingue. Ce fonds poursuit la mission du défunt Fonds d'adaptation et de diversification économique du Témiscamingue, mieux connu sous l'appellation FADET. Ayant comme premier objectif l'aide à la préfaisabilité et à la faisabilité des projets d'entreprise, ce fonds vise à soutenir les promoteurs lors des études préalables à la réalisation d'un projet. Selon M. Varolin, préfet de la MRC, avec ce fonds, il sera possible de soutenir des projets innovateurs qui se distinguent par leur caractère structurant. Pour 2017, une somme de 105 000 $ est disponible dans le Fonds de soutien au développement économique du Témiscamingue, à raison de 75 000 $ provenant de la MRC via le Fonds de développement des territoires, le FDT. La Société de développement du Témiscamingue est partenaire du projet avec un investissement de 20 000 $, de même que la Caisse des jardins du Témiscamingue qui y participe pour une somme de 10 000 $. Selon la nature du demandeur, une aide financière de 50 à 80 % des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 25 000 $ est possible. Au niveau des missions exploratoires, un soutien maximal de 2 000 $ peut être octroyé. Pour déposer une demande d'aide financière au Fonds de soutien au développement économique du Témiscamingue, les demandeurs sont invités à s'adresser à la Société de développement du Témiscamingue qui les accompagnera dans cette démarche. Il y avait le FADET, le Fonds de développement des collectivités du Témiscamingue, qui a fait la job pendant plusieurs années, qui n'a pas été renouvelé à la disparition de la CRE. Et on a cherché assez ardemment à trouver des façons de financer le même genre de projet. C'est un petit peu l'aboutissement de ces recherches et de ces intensités de recherche-là. C'est un fonds de 105 000 $, un partenariat entre la Caisse de Desjardins, la SDT et la MRC, qui est un fonds pour faire la faisabilité et la préfaisabilité de différents projets. Donc le fonds, il va être disponible sur combien d'années? Pour l'instant, c'est un fonds d'une année, en espérant que les partenaires puissent renouveler ça l'année prochaine. Mais une fois, si on met autant de vigueur et d'efforts à la poursuite, je suis convaincu qu'on va réussir à faire des choses très bien. Et si ce n'est pas cette façon-là, ça sera autre chose, parce que c'est un besoin réel qu'on a au Témiscamingue. Donc, à qui s'adresse ce fonds-là et quel type de projet là, on peut faire financer plus précisément? Il n'y a pas vraiment de limitation. C'est surtout des projets qui ont besoin de se faire rassurer en termes d'études de préfaisabilité, voire peut-être un petit peu de marketing, études de marché, mais c'est vraiment en amont d'un projet. Et donc, on ne sait pas si le fonds va être renouvelé, mais donc, quelles sont les conditions qui vont permettre d'espérer un renouvellement du fonds? Bien, la première des choses, je pense qu'il faut consommer à 100 % celui-ci. Je pense pas que ça devrait être un très gros problème. Puis le simple fait que le fonds va être consommé dans sa totalité va tout simplement justifier aux partenaires et au milieu que c'est un réel besoin. Et puis, il va falloir être très innovateur et puis ça, on peut y arriver là, pour l'emmener de façon plus pérenne. Donc, vous l'avez mentionné, c'est un partenariat entre la MRC, la SDT et la Caisse des jardins. Qu'est-ce qui motive ces trois partenaires-là d'avoir mis ce fonds-là de l'avant? On constate que plusieurs projets tardent ou retardent le démarrage, faute d'être capable d'aller chercher des ressources, entre autres financières, pour faire l'étude de faisabilité et de pré-faisabilité. Puis je le répète souvent, c'est vraiment le nerf de la guerre pour avoir un bon projet viable et fonctionnel. Et on parle que ça s'inscrit un peu dans la lignée de la planification stratégique. Donc, plus précisément, qu'est-ce qu'on espère là, que les gens... De quelle façon les gens pourront profiter du fonds? Écoutez, ça va être sensiblement les mêmes critères, les mêmes paramètres, le même fonctionnement que le FADET précédent. Encore une fois, je le répète, là, c'est un réel besoin, puis on voulait à tout prix avoir un médium pour adresser ce besoin-là. Un deuxième candidat à la préfecture du Témiscamingue se manifeste. Il s'agit de Rénald Barry de la Verlechère. Selon les détails recueillis par la journaliste Tania Neveu de ici Radio-Canada Régional, M. Barry est originaire du Témiscamingue. Il est commissaire scolaire pour le secteur est du Témiscamingue. Il est également propriétaire du casse-croûte chez Caro d'Anglier depuis 16 ans. Rénald Barry axe sa campagne sur la sécurité dans les écoles, le dossier à l'eau potable à Anglier et l'industrie touristique. Il souhaite aussi pouvoir rendre possible les fusions municipales. Les policiers de la ville de Rouyn-Noranda et de la MRC Témiscamingue ont mis sur pied un projet épique pour éducation, prévention
Intervention et contrôle qui vise à réduire la vitesse sur le réseau routier à l'approche des villes et des villages. Jusqu'au 14 juin, ils effectueront des interventions routières, des patrouilles ou des opérations en sécurité routière sur l'ensemble de leur territoire en fonction des 4 axes du projet EPIC. La vitesse demeure l'une des principales causes de collision au Québec. Chaque année, en moyenne, de 2011 à 2015, la vitesse était en cause pour 138 décès et 515 blessés graves. C'est pourquoi les policiers du Québec sont également préoccupés par les risques directement associés à la vitesse excessive et interviennent quotidiennement afin d'amener les usagers à rouler à la vitesse affichée. Les drames survenant sur les routes touchent non seulement les familles, mais également les intervenants qui sont appelés sur les lieux et qui doivent annoncer la triste nouvelle aux proches de la victime. Chaque conducteur peut prévenir ces drames en respectant la limite de vitesse permise sur le réseau routier et en adaptant sa conduite à son environnement. En cas de collision mortelle, un conducteur pourra être rongé par les remords, mais il sera trop tard pour revenir en arrière. La Sûreté du Québec invite aussi les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue à redoubler de prudence concernant un stratagème de fraude financière. La fraude s'effectue par téléphone et dans certains cas, d'importantes sommes d'argent auraient été soutirées des comptes bancaires des victimes. Marie-Josée Ouellette de la Sûreté du Québec invite autant les commerçants que la population en général à se méfier de ce stratagème. Elle a expliqué que c'est une fraude qui consiste en un appel téléphonique qui dit que l'institution financière avec laquelle la personne fait affaire a mis à jour certaines informations et vont guider la personne au téléphone pour établir des changements. Ensuite, le fraudeur prend possession de l'ordinateur de la victime. On vous invite à être très prudent, ne divulguez jamais d'informations personnelles par téléphone. C'est le lundi 8 mai que s'est tenue au camp La Lucarne Pourvoirie Anishinabek incorporée à l'Aniel une rencontre réunissant notamment des intervenants politiques et touristiques afin de sensibiliser les gens à l'importance du travail conjoint et ainsi assurer un développement harmonieux en prévision de l'ouverture du Parc national d'Opémican. À l'invitation du comité municipal de l'Aniel, Jean-Daniel Petit de Abitibi & Co et Hélène Filion de B-Side ont exposé les tendances et les transformations de l'industrie touristique alors que les gens recherchent de plus en plus des expériences authentiques, le contact avec les collectivités, les aventures douces et organisent leurs voyages à partir de leurs outils électroniques. Par voie de communiqué, la présidente du comité municipal de l'Aniel, Patricia Noël, a indiqué que l'ouverture d'un parc national est une opportunité pour une collectivité car différents projets peuvent être développés en complémentarité avec les produits offerts par le parc. De plus, les entreprises en place doivent être conscientes de l'arrivée d'une nouvelle clientèle. Toujours selon le communiqué, le parc peut également favoriser le retour des jeunes en région et la rétention du personnel par la création d'emplois et l'amélioration de la qualité de vie des résidents. Les participants à la rencontre ont convenu de se mettre rapidement à la tâche afin de définir leur vision, de caractériser l'offre actuelle, d'identifier les lacunes et d'articuler les complémentarités. Un comité de vigilance a été créé en début de semaine en lien avec le projet d'oléoduc d'Énergie Est de TransCanada. Le Centre de femmes du Témiscamingue organisait une séance d'information publique sur le sujet à Saint-Bruno-de-Guigue en collaboration avec l'Association pour la préservation du lac Témiscamingue. Selon les informations recueillies par la journaliste Tania Neveu de ici Radio-Canada Régional, une dizaine de citoyens se sont manifestés pour siéger au comité de vigie qui souhaite s'assurer de bien renseigner la population du Témiscamingue sur le projet Énergie Est. Devant une trentaine de personnes, 2 citoyens engagés ont exposé leur inquiétude. Une des préoccupations se situe au niveau du produit qui va circuler dans le pipeline déjà existant depuis 45 ans au nord-est ontarien. Denis Carrier a expliqué que l'oléoduc, à l'âge où il devrait être réparé, et surtout pas transporter un produit qui demande plus de pression et corrosif en plus. En fait, un produit qui a 340 % plus de chances, selon lui, de risque de couler que si c'était du pétrole conventionnel. Les autres inquiétudes soulevées lors de cette rencontre ont un lien direct sur les impacts possibles sur le lac Témiscamingue, même si le pipeline est situé en Ontario. Pascal Bibeau s'intéresse au dossier depuis maintenant 3 ans. Il affirme que le lac est à risque, précisant que le pétrole, s'il fuit, il n'arrête pas au milieu du lac parce qu'il tombe au Québec, il va le traverser. Le comité de vigie devrait tenir une première rencontre sous peu pour évaluer les actions à prendre au cours des prochaines semaines.
Un nouvel outil est maintenant disponible pour les citoyens témiscamiens, un guide après sinistre. Ce guide permettra aux municipalités d'outiller leurs citoyens sinistrés, incluant les mesures à prendre suite à un sinistre et les coordonnées d'une multitude d'organismes et d'établissements pouvant venir en aide à une victime d'incendie. Ce guide s'adresse à tous, que le sinistré soit locataire ou propriétaire, qu'il possède ou non une assurance. Le technicien en prévention des incendies de la MRC de Témiscamingue, François Gingras, indiquait que c'est suite à un incendie majeur au Témiscamingue où plusieurs personnes se sont retrouvées à la rue que le besoin d'outiller les sinistrés s'est fait sentir. Il a donc contacté la municipalité de Saint-Colombien qui avait déjà en place un guide à l'intention des sinistrés. Le guide après sinistre de la MRCT a été créé à l'image de notre territoire à partir du modèle de Saint-Colombien. Le guide des citoyens après sinistre est maintenant disponible sur le site Internet de la MRC de Témiscamingue. C'est au www.mrctémiscamingue.org et notez aussi que chacune des municipalités du territoire en possède un exemplaire. D'ailleurs, dans le même dossier, au cours du mois d'avril, la MRC Témiscamingue a organisé 2 fins de semaine de formation avec une entreprise externe spécialisée en sécurité incendie. Une quarantaine de pompiers témiscamiens, soit 25 des pompiers du territoire, ont assisté à ces journées de formation qui portaient sur les phénomènes thermiques et l'attaque transitoire. À l'aide d'un simulateur mobile, les pompiers ont pu comprendre la réaction d'un incendie tout au long de sa croissance jusqu'à l'extinction complète. La formation a aussi permis aux participants de se perfectionner dans le combat des incendies afin de limiter les dommages humains et matériels. Selon Jean Martineau, chargé de projet en sécurité incendie à la MRC de Témiscamingue, avec cette formation, les pompiers ont acquis de nouvelles connaissances afin d'intervenir plus efficacement et de façon plus sécuritaire. Ces nouvelles façons de faire leur permettront d'analyser sous un nouvel angle les incendies qu'ils sont amenés à combattre. Grâce au ministère de la Sécurité publique, la MRC a pu outiller les pompiers du territoire en bénéficiant d'un soutien financier de près de 20 000 $ pour la tenue de ces formations. 2 membres du club de sauvetage sportif Omega de Ville-Marie ont participé le 6 mai dernier au championnat québécois de sauvetage physique à Montréal. Toutes les 2 nageaient dans la catégorie 14-15 ans femmes. Odette Côté a obtenu 2 9e places au portage et au sauvetage d'acier, atteignant ainsi le 9e rang au cumulatif. Quant à Annabelle Duquette, elle a participé à 4 finales pour ainsi remporter 2 médailles de bronze, une au remorquage et l'autre au portage. Ces résultats lui ont permis de terminer tout juste au pied du podium au cumulatif avec une 4e position. Les nageuses ont aussi obtenu une 3e place en duo au relais portage. Cette compétition clôturait la première année d'activité pour Omega. Vous pouvez suivre la page Facebook du groupe pour connaître la date des prochaines inscriptions. Depuis 2 ans, l'École Marcel Raymond de Lorrainville offre quotidiennement le déjeuner à prix modique à ses élèves. Selon les informations recueillies par la journaliste Tania Neveu de ici Radio-Canada Régional, un élève sur 6 profite de ce service. C'est une 50aine d'élèves par matin, un chiffre qui ne tend pas à diminuer. Le but est d'aider les élèves défavorisés, mais également d'offrir un service de repas santé à tous les élèves de l'école pour 50 cents. C'est ainsi qu'à chaque matin de la semaine, des bénévoles, enseignants et membres du personnel offrent le déjeuner. La responsable des petits déjeuners et enseignante Sophie Lance explique qu'elle et ses bénévoles s'assurent d'avoir au moins 3 groupes alimentaires pour que les élèves partent bien leur journée. Les élèves du groupe de cheminement particulier sont aussi impliqués dans le projet. Sophie Lance a expliqué que ceux-ci viennent aider, entre autres, pour la vaisselle, précisant qu'il est beau de les voir aller, ils se sentent utiles et efficaces. Pour 75 $, un élève peut déjeuner à l'école tous les jours de l'année scolaire. Et notons aussi que l'école du Carrefour de la Tulipe offre également ce service à ses élèves grâce à la collaboration du Club des petits déjeuners. Selon les informations recueillies sur le site Internet de Radio-Canada Régional, 18 000 $ ont été amassés la fin de semaine dernière au profit de la Maison de la famille pour tous les bouts de chou, un organisme sans but lucratif qui offre des activités gratuites aux parents d'enfants de 5 ans et moins de Témiscamingue. Plus de 200 coureurs ont pris part à la 5e édition de la course Arc-en-Ciel Les Petits Pieds des Bouts de Chou Challenge Desjardins. L'organisatrice de la course, Nancy Gagnon, est satisfaite du résultat puisqu'avec cet argent, l'organisme va continuer à offrir des services. Le mouvement Filles actives prend de l'ampleur au Témiscamingue. Pour une première fois, les 4 écoles secondaires y participent et le nombre de participantes est 4 fois plus élevé qu'en 2016. Dans le secteur, elles sont 86 adolescentes à prendre part au mouvement.
Tel que décrit par la journaliste de ici Radio-Canada régionale Tania Neveu, Filles actives est un programme instauré en 2007 au Québec et en Ontario qui incite les filles de niveau secondaire à bouger. Ainsi, les jeunes filles s'entraînent 3 fois par semaine après les heures de classe. À l'école Rivière-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord, 36 jeunes filles participent au mouvement Filles actives, contrairement à 17 l'an dernier. Elles sont accompagnées par 5 membres du personnel, dont l'enseignante Annick Héroux, qui estime que Filles actives a aussi un impact sur l'estime de soi et la persévérance scolaire des participantes. Une centaine de jeunes femmes des 4 écoles secondaires du Témiscamingue se donnent rendez-vous au rendez-vous régional, à Rouyn-Noranda. C'est le 4 juin prochain. Elles tenteront ensemble de relever le défi de courir 5 km. On leur souhaite bonne chance. La Galerie Notre-Dame de Lorrainville se laisse submerger par une vague d'artistes de la relève. En effet, c'est 9 jeunes filles de l'école secondaire Marcel Raymond qui se sont réunies dans le cadre de leur cours en arts plastiques afin de produire leur toute première exposition collective. Du réel à l'imaginaire nous transporte à l'intérieur d'une toute nouvelle dimension. Nous aurons le privilège de jeter un regard furtif à l'intérieur de l'univers de création d'une communauté d'artistes qui se fait de plus en plus présente et qui manifeste le désir de partager l'émotion à travers leur réalisation. Vous êtes donc attendus en grand nombre afin de supporter le génie créatif de la relève. L'exposition du réel à l'imaginaire vous est présentée à la Galerie Notre-Dame de Lorrainville jusqu'au 30 juin inclusivement. La Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue prend part à un projet d'étude provinciale sur l'inclusion et l'exclusion des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et queer, LGBTQ. Selon les informations de Boilem Adjouti sur le site de ici Radio-Canada Régional, le projet de recherche Savie LGBTQ d'une durée de 7 ans est mené par l'Université du Québec à Montréal. Il touche à 3 volets, la famille, les réseaux sociaux et le travail. Les chercheurs veulent en savoir davantage sur le vécu des personnes LGBTQ en matière d'inclusion et d'exclusion sociale et analyser les politiques québécoises et canadiennes qui les concernent. La vice-présidente à la Coalition d'aide à la diversité sexuelle et professeure à l'UQAT, Sylvie Isabelle, a indiqué, et je la cite, « Ce à quoi on s'attend, c'est vraiment d'avoir des données en lien avec la question d'inclusion et d'exclusion pour ensuite pouvoir mieux baser l'information pour pouvoir plus influencer les politiques et la façon de faire au niveau du Québec. » On a des études qui sont déjà présentes, qui sont à petite échelle, beaucoup en milieu scolaire. Et là, on va toucher plusieurs sphères et on va s'assurer de toucher aussi non seulement les grands centres, mais aussi les régions. Il y a aussi la région de la Gaspésie qui a des représentants au niveau de la coalition. Fin de la citation. Selon Sylvie Isabelle, l'Abitibi-Témiscamingue est l'une des rares régions à participer à ce projet d'étude et elle s'attend à ce que la voix des personnes LGBTQ de la région soit entendue. Les personnes intéressées par le projet peuvent contacter la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue. Voyez les détails via l'adresse www.coalitionat.qc.ca. Pour une 9e année, les bibliothèques du réseau Biblio de l'Abitibi-Témiscamingue nord du Québec offriront à leurs membres des cartes d'accès pour visiter 22 attraits touristiques de l'Abitibi-Témiscamingue et ce, gratuitement. 2 cartes d'accès sont disponibles dans chaque bibliothèque et seront prêtées pour une période de 2 semaines. Parmi les attraits à visiter, noterons entre autres le domaine Breen de Saint-Bruno-de-Guigues, le musée de Guérin, le centre thématique fossilifère de Notre-Dame-du-Nord, le musée minéralogique de Malartic, l'église et l'exposition permanente de Picogan et l'école Durand II à Authier, pour ne nommer ceux-là. L'agente culturelle pour le réseau Biblio, Chantal Barry, a indiqué que l'objectif, c'est de promouvoir la culture et le patrimoine d'ici. Chaque année, on note environ 200 prêts de cartes. Le réseau Biblio aimerait voir ce chiffre augmenter. Voyez tous les détails auprès de votre bibliothèque membre du réseau Biblio. Une 50aine d'auteurs seront présents au 41e Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue. L'événement se déroulera à Rouyn-Noranda dans les arénas Jacques-Lapierrière et Régent-Houle du 25 au 28 mai prochain. Stéphanie Boulay, Arlette Cousture, India Desjardins, Alexandre Béliard ou encore François Morancy font partie des auteurs invités. D'ailleurs, François Morancy offrira un spectacle d'humour en formule stand-up à propos de son livre « Discussion avec mes parents ». Ça va se passer à l'Agora des Arts. De nombreuses conférences et ateliers figurent aussi au programme. Lise Dion, Ima, Jean Beaune, Laurent Jalbert et Paul Darèche sont quelques-uns des noms au menu.
Des discussions en format table ronde sont prévues, dont une avec Marie Demers sur un premier roman. Elle a invité des jeunes auteurs qui en sont à leur premier roman. Plusieurs activités familiales sont aussi offertes généralement en après-midi ou à des heures qui conviendront le plus largement possible aux horaires des familles avec des enfants. Des rencontres avec des auteurs sont aussi prévues, ainsi que des lectures de contes. Des œuvres éphémères seront aussi créées au cœur de l'Aréna Jacques Laperrière. L'auteur Sonia Cotton dirigera 5 ateliers de création littéraire, au cours desquels le public sera invité à composer les chapitres de la légende du pont suspendu du Parc national d'Aiguebelle. Pendant ce temps, l'artiste en art visuel Valérie Hamelin créera sur place un décor onirique inspiré de l'histoire. Et si vous voulez avoir plus de détails, suivez le Salon du livre sur Facebook ou encore visitez le site www.slat.qc.ca. La pêche au doré et au brochet débutera le 19 mai dans la zone 13 qui englobe l'Abitibi-Témiscamingue. Et selon un texte de Jean-Marc Belzile sur le site Internet de Radio-Canada Régional, des pêcheurs de la région ont l'intention d'utiliser la sangsue vivante pour remplacer le poisson à pas mort qui a été interdit par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Le biologiste au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Alain Faure, croit que le risque d'utilisation des sangsues comme appât est minime, et je le cite, « Potentiellement, il pourrait y avoir des transferts de maladies, de parasites, de bactéries ou des virus. Ça pourrait arriver, mais dans l'ensemble, on pense que les risques sont plus faibles à ce niveau-là dans le contexte actuel. » Fin de la citation. Un récent article du journaliste Thierry Larivière de La Terre de chez nous nous indique que les données du dernier recensement canadien montrent une diminution de 5,9 % du nombre de fermes au pays depuis 2011, dont le total s'établit maintenant à 193 492. En comparaison, la baisse d'exploitation agricole au Québec est seulement de 1,8 %. La superficie moyenne par exploitation est toutefois passée de 779 à 820 acres pendant la même période entre les deux derniers recensements. La superficie totale cultivée a aussi augmenté de 6,9 % pour atteindre 93,4 millions d'acres en 2016. Cette hausse s'explique en partie par la diminution de terres en jachère et par la reprise des cultures sur des sols qui étaient inondés en 2011. La superficie en culture avait toujours été en progression au Canada jusqu'en 2001. Le recensement de 2016 marque une première reprise de cette progression après un petit recul en 2006 et 2011. Notons cependant une légère diminution de la superficie agricole totale si l'on prend en considération les terres qui ne sont pas en culture. Statistique Canada estime que l'agriculture canadienne constitue 1,5 % du PIB du pays, mais cela monte à 4,6 % si l'on tient compte des fournisseurs et des transformateurs. Le secteur employait 280 315 personnes en 2016. Le tiers de la production canadienne est vendu à l'étranger et cela représente 4,6 % des exportations totales. Pour la première fois depuis 1991, le nombre d'exploitants agricoles de moins de 35 ans est en croissance au Canada, puisqu'il est passé de 24 120 à 24 850 de 2011 à 2016. Et l'âge moyen a toutefois progressé de 54 à 55 ans, notamment en raison du groupe des exploitants de 55 ans et plus qui a connu la plus forte croissance de sa population. Le Québec se démarque en ce qui concerne l'âge moyen des exploitants, qui est le moins élevé à 52,9 ans, mais ce chiffre est néanmoins en légère progression. Le secteur agricole le plus représenté au Canada est celui des céréales et des oléagineux, qui est d'ailleurs en légère progression. Au Québec, les 3 principales grandes cultures demeurent celles du maïs-grain, du soya et de l'avoine. La province est la 2e en importance pour la superficie de maïs et la 3e pour le soya. Le Québec mène par rapport aux autres provinces dans les productions laitières, acéricoles, porcines, ainsi que dans celles des fruits, des petits fruits et des noix. Le Québec compte de la plus grande superficie de bleuets et de canneberges au pays. Le recensement montre néanmoins une baisse des superficies canadiennes de fraises et de framboises, notamment en raison de défis relatifs à l'emploi. La superficie des vergers a diminué au Québec et en Nouvelle-Écosse. Notez que les données du recensement font aussi ressortir une baisse de 12,3 % du nombre de producteurs de bovins de boucherie et une diminution du cheptel canadien de 2,4 %. Et en terminant, notons que Statistique Canada diffusera plus de données sur le recensement de l'agriculture de 2016 au cours des 6 prochaines semaines. C'est à suivre.
L'Ordre des agronomes du Québec, l'OAQ, compte un nouveau président. Michel Duval succède ainsi à René Mongeau. Et tel que décrit par la journaliste Julie Mercier sur le site Internet de La Terre de chez nous, 2 candidats s'affrontaient pour succéder au président sortant, Frédéric Robert et Michel Duval. Le nouveau président compte près de 40 années d'expérience, notamment dans le domaine du développement des affaires. M. Duval s'est longtemps impliqué à l'OAQ, à l'Association de nutrition animale du Québec, à l'Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière, ainsi que l'Association québécoise des agronomes en zootechnie. Il a passé une grande partie de sa carrière chez BASF Canada, où il a débuté comme représentant technique. Pour épauler leur nouveau président, les quelques 3300 agronomes ont élu un nouveau vice-président, Pascal Thériault. Cet enseignant et directeur des relations communautaires à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement du campus McDonald de l'Université McGill a siégé au sein de différents comités de travail de l'Ordre, entre autres le comité d'admission et le comité des équivalences. Lors de la dernière Assemblée générale annuelle du barreau du Québec, c'est Maître Nathalie Pelletier qui a été choisie comme nouvelle bâtonnière de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Et selon les informations recueillies par la journaliste Angie Landry de ici Radio-Canada Régional, Maître Pelletier souligne qu'une continuité des dossiers prioritaires est assurée lorsqu'un nouveau bâtonnier arrive en place, même si elle estime que les dossiers majeurs ou les problématiques spécifiques liées à la région se ressemblent d'année en année. Actuellement, en raison de l'arrêt Jordan, l'accent est davantage mis sur les délais de la Cour. En entrevue à l'émission Région 08, Maître Pelletier explique qu'un comité judiciaire a été mis sur place en Abitibi-Témiscamingue en collaboration avec la juge Lucille Chabot et la procureure en chef, Maître Marie-Chantal Brassard, pour s'assurer que les délais s'estompent. C'est un dossier sur lequel Maître Pelletier a travaillé au cours de la dernière année avant d'être choisi comme bâtonnière pour représenter les avocats de la région. Maître Pelletier succède ainsi au bâtonnier sortant, Maître Marc Lemay. Son mandat à titre de nouvelle bâtonnière de l'Abitibi-Témiscamingue nord du Québec est prévu pour une durée de 2 ans. L'École de musique Les Jeunes Concerts du Témiscamingue offrira des cours de guitare à partir du 20 mai. C'est François Lefebvre, étudiant en technique professionnelle de musique et chanson au campus Notre-Dame-de-Foix de Québec, qui dispensera les cours. Inscrivez-vous à cette saison estivale de 10 semaines en communiquant avec M. Lefebvre au 819-629-6567 ou encore consultez la page Facebook des Jeunes Concerts du Témiscamingue pour avoir tous les détails. Jusqu'au 21 mai, à l'occasion de la Semaine québécoise des familles 2017, le Réseau pour un Québec famille propose de découvrir et de célébrer la richesse de la multitude des expériences en famille sous toutes leurs formes et dans toute leur splendeur. Aujourd'hui, avec le rythme haletant de notre société moderne, nous vivons de plus en plus notre vie comme une succession d'expériences. Travail, loisirs, relations avec les autres, tout s'aborde maintenant comme une expérience que nous souhaitons vivre à fond et qui contribue à faire de nous ce que nous sommes. Dans ce nouveau cadre, la famille devient, à l'instar des autres facettes de notre vie, une expérience dans laquelle on s'engage volontairement et qui s'intègre dans la globalité de notre existence. Comme les expériences que nous vivons s'influencent entre elles, elles sont par définition uniques, mais elles ont toutes comme dénominateur commun que nous cherchons à les rendre les plus stimulantes, les plus passionnantes, les plus épanouissantes possibles. Saviez-vous que 95% des parents d'enfants de 0 à 5 ans disent croire sincèrement avoir toutes les habiletés nécessaires pour être un bon parent? 85% des parents plutôt estiment être les mieux placés pour savoir ce dont leurs enfants ont besoin et 93% se sentent parfaitement à l'aise dans leur rôle de parents. Mais d'un autre côté, 58% des parents d'enfants de 0-5 ans ont l'impression de courir toute la journée, 35% disent être physiquement épuisés à l'heure du souper et 76% des parents travaillent, et ce, dans 59% des cas, les enfants vivent dans un foyer où les 2 parents travaillent. 48% des enfants vivent dans un foyer où au moins un des 2 parents a un horaire atypique. 22% des parents salariés travaillent pour une entreprise qui n'offre aucune mesure de conciliation travail-famille. Le Réseau pour un Québec famille nous invite à profiter de la Semaine québécoise des familles pour jeter un regard nouveau sur les enjeux qui nous touchent. Plusieurs activités sont organisées au Témiscamingue pour souligner la Semaine de la famille. Visitez entre autres la page Facebook de la Voix des parents pour avoir des détails et aussi le site www.québecfamille.org.
Et voilà ce qui conclut Info Témis. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de nous suivre via les canaux 97 et 22 sur le câble ou encore sur le web, témis.tv ou encore sur notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.